Non, c'est du Bonsoir. Bonsoir. Désolé de vous faire attendre. Alors aujourd'hui, on va encore une séance en exposé sur la critique marxiste de Victor Hugo. Je rappelle brièvement les prochaines séances qu'on va faire. La semaine prochaine, on continuera la lecture du Grundrisse. On va faire la lecture du fragment sur les machines. Normalement, ce seront Johan et Alex qui s'en chargent, mais ce n'est pas tout à fait officiel. Si vous voulez leur donner un coup de main, de un livre, ce sera content. Dans 2 semaines, c'est Paul qui présentera l'interprétation de Marx par Michel Henry. Et dans 3 semaines, c'est Victor et moi qui ferons. Alors, je ne sais pas si on aura terminé la lecture des Grundrisse, peut-être. En tout cas, on étudiera le passage sur les formes antérieures à la production capitaliste. Voilà. On commence du coup, oui. J'ai souligné les points pour ok, donc d'abord, oui, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste mail du séminaire? Oui. Alors je vais faire un petit papier. Vous pouvez marquer votre adresse, si possible en majuscule, c'est possible. Alors d'abord, je commence par les excuses parce que j'avais prévu un exemplier, mais comme dans cette école il est impossible de faire des photocopies après 17h, parce que les photocopies dans l'accès libre est responsable fermé après 17h, je n'ai pas pu faire la photocopie, donc je vais simplement lire les passages et vous les écouterez, mais je ne peux pas vous les distribuer directement. Voilà. Donc, cela étant dit, alors, le titre final définitif de ma séance, c'est la réception marxiste de Victor Hugo plutôt que la critique marxiste. Le dernier titre est un peu plus large, vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de l'exposé. Et évidemment, il y a 2 manières d'aborder le sujet, en marxiste et en hugonien. Il se trouve que je suis hugonien de profession, si j'ose dire. Je fais une thèse sur la réception de Victor Hugo, sujet auquel j'ai fait une réflexion, mais pas les 30 ans. C'est à ce type qu'on est proposé, qu'on l'a fait. Et évidemment, ma tendance spontanée, c'est de traiter le sujet en hugonien. Donc avec des prérequis hugoliens, etc. Donc naturellement, je suis aussi un peu marxiste, et donc je vais tout de même essayer aujourd'hui d'inverser la perspective et de considérer cette question dans le cadre des problématiques qui sont celles du marxisme, et notamment de l'esthétique marxiste, sur laquelle j'avais déjà fait une séance dans le séminaire Marx à la fin de l'année dernière. Donc, je dis tout ça à titre de précaution oratoire préliminaire, parce que j'espérais que ça n'arrive pas, mais si jamais j'ai trop lu certains éléments en rapport avec Hugo, etc., vous avez le droit de m'interrompre. Je préciserai volontiers ce qu'il faut préciser. Alors, cela étant dit, la difficulté du sujet, c'est que la question m'a l'air objectivement plus facile à traiter d'un point de vue hugonien que d'un point de vue marxiste. Parce que, pour le dire vite, et je ne vais pas l'argument que je dissimule dans mon exposé, mais pour le dire vite, sur le plan de la théorie marxiste, sur le plan de l'intérêt marxologique de façon générale, ce qui s'écrit sur Hugo n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas, à mon avis, de grandes théories fulgurantes qui sont faites, qui sont produites à l'occasion d'une étude marxiste hugonienne. Et l'ouvrage séminal des critiques marxistes sur Hugo, c'est ça. Enfin, ça c'est une édition critique, mais c'est La légende de Victor Hugo par Paul Lafargue, le genre de Marx, un pamphlet qui est écrit en 85 et publié en 1885 et qui est publié en 1888, mais c'est un pamphlet violent, excessif, en fait, tout le monde en convient, c'est pas du tout de ma part, tout le monde convient que c'est un texte problématique quant à son contenu, et qui du coup constitue un moment objectivement important de la réception marxiste de Hugo, mais qui ne peut pas constituer une base théorique vraiment solide. Et du coup, il me semble que l'intérêt de cette étude va avoir tendance, mais c'est pas grave, à se déplacer vers des problèmes de type historique, voire sociologique. C'est-à-dire que cet exposé se servira aussi du cas Hugo pour proposer une ébauche d'histoire de la critique marxiste, socialiste et communiste
puisque pendant les longues périodes, les rapports des marxistes à Hugo sont déterminés par des enjeux de positionnement dans le champ politique. Pour le dire vite, j'y reviendrai, le postulat de base, la donnée de base, c'est qu'il y a une identification entre Hugo et la République, dont il est un symbole, dont il est une icône, et donc la question de savoir comment se situer littéralement et surtout politiquement par rapport à lui pour des marxistes. Et ça explique pourquoi je vais me restreindre essentiellement à la France dans cet exposé. Je parlerai des marxistes français, parce que pour des raisons évidentes, c'est d'abord surtout là que ça se passe, vu que Hugo est un grand écrivain français, et que d'autre part, il y a aussi un obstacle linguistique qui se pose. Je ne parle pas allemand ni russe, donc je ne suis pas capable de dire que les Galof, Mehring, surtout leurs textes ne sont pas traduits. Enfin, ces textes-là ne sont. Les textes littéraires Mehring et Galof ne sont pas traduits, etc. Donc je le cantonnerai quasi exclusivement à des thématiques, à la question de la révolution marxiste française de Hugo. Et alors, avant une dernière étape de l'introduction, avant d'entrer vraiment dans le sujet, je vais quand même faire quelques rappels généraux sur Hugo. Qui il est, ce qu'il a fait, etc. Pour permettre de comprendre tout simplement pourquoi la question des rapports entre les marxistes et Hugo se pose. Il justifie que cette question se pose simplement. Alors, donc, d'abord ces dates, Victor Hugo, né en 1802 et meurt en 1885. C'est un éminent représentant du romantisme français et il a une longue carrière d'écrivain ensuite dans tous les genres, le roman, on connaît Les Misérables, la poésie, le théâtre, les essais critiques, les pamphlets politiques, etc. Et d'autres choses encore. C'est un écrivain de son polygraphe, mais qui est également connu pour ses prises de position et ses engagements publics. Je pense que vous le savez aussi intuitivement, vous en avez entendu parler, et ce qui est intéressant, c'est aussi son évolution politique. C'est aussi assez connu, jeune, il est royaliste, il est ultra-royaliste, il écrit des odes sur la famille, c'est pendant la Restauration, donc il écrit des odes sur la famille royale, sur la naissance de tel prince, le baptême de tel autre, la mort de tel autre, etc. Donc quasiment des textes de commande. Et puis il évolue progressivement vers le libéralisme, et comme beaucoup, il devient républicain un peu du jour au lendemain, en 1948, quand la République arrive, se rallie à la République lorsqu'elle est là. Il est élu à l'Assemblée comme républicain de droite, et donc il est encore un homme de droite à l'époque, et il approuve notamment la répression de l'insurrection de Juin 48, de l'insurrection ouvrière de Juin 48. Et il soutient l'élection de Bonaparte à la présidence de la République. Bon. Il bascule à gauche en 1949, notamment à l'occasion d'un grand discours sur la misère qu'il fait à l'Assemblée à ce moment-là. Et c'est à partir de là qu'il devient un des orateurs importants de la gauche républicaine, d'un groupe parlementaire qu'on appelle la Montagne. Et en 51, donc en décembre 51, il s'oppose au coup d'État de Bonaparte, qui un an plus tard va mener à l'Empire. Et en 51, d'ailleurs, il fait preuve d'un certain courage physique, il va y compris sur les quelques barricades qui sont faites dans Paris à ce moment-là, même si c'est un peu une sorte de... C'est pas une révolution très spectaculaire, mais il y a des barricades et Hugo y va. Ensuite, il est obligé de s'exiler, en Belgique d'abord, quelques mois, et ensuite dans les îles anglo-normandes, où il restera jusqu'en 70, donc jusqu'à la fin de l'Empire, jusqu'au retour de la République. Et à partir de l'exil, de son exil, c'est là l'une des grandes consciences du camp républicain. C'est vraiment à ce moment-là qu'il s'identifie à la République, disons, et c'est là qu'il écrira certaines des œuvres les plus importantes dont on va reparler dans cet exposé, notamment deux sur lesquelles je vais insister parce qu'on va en parler. Les Châtiments, qui est un recueil poétique écrit et publié en 1953 contre Napoléon III, donc un recueil politique, un recueil engagé, un recueil de combat. Et puis Les Misérables, son principal roman, son roman le plus célèbre, qui paraît en 1962, et qui est évidemment aussi un roman qui a une vocation exclusivement politique, qu'il s'agit de représenter et défendre les misérables et le peuple. Bon. Alors, deux mots encore sur la fin de sa vie. En 70, il rentre en France, et il est fêté alors là, il est accueilli en héros, comme un républicain consensuel, etc. Ça va vite se gâter au moment de la Commune, parce que bon, il est très ambigu sur la Commune, il n'approuve pas, mais il ne désapprouve pas vraiment non plus. Enfin, il est parmi célèbre de lui qui dit que c'est une bonne chose mal faite. Donc débrouillez-vous avec ça. Bon, il a un peu plus précis que ça en réalité, mais enfin en gros il est ambigu sur la Commune, et en tout cas il va, juste après la Commune,
protester contre la répression des communards et réclamer l'amnistie des communards. Et ça suffit pour en faire un rouge dangereux et sanguinaire aux yeux des réactionnaires, etc. Et à ce moment-là, c'est plus du tout un symbole républicain consensuel. Je veux dire, le premier président de la République, c'est Thiers, quand même. Donc le massacreur des communards. Donc Hugo, à ce moment-là, est en délicatesse vis-à-vis de ce que représente la République. C'est un peu plus tard, quand il va être élu au Sénat, etc., qu'il va redevenir cette figure républicaine relativement consensuelle, et son enterrement, donc il meurt le 22 mai 85, et il est enterré le 1er juin, et son enterrement est un grand rituel, à ce moment-là, militaire et républicain. Bon, du coup, Hugo est un symbole évident de la République. Il est sacré grand homme très vite par la Troisième République. Il a des menus partout dès le lendemain de sa mort, etc. Et du coup, Hugo n'est pas qu'un écrivain, c'est aussi un lieu de mémoire et une institution. Et d'autre part, et c'est là qu'on s'approche de la question de Hugo et les marxistes, Hugo est aussi un symbole du progressisme. Il évolue en gros de la droite vers la gauche, grossièrement. Il manifeste, dans un roman comme Les Misérables, une sensibilité à la misère ouvrière, même s'il n'a pas de programme précis de redistribution des richesses. Il s'intéresse très peu en fait aux questions économiques, tant il ne prend pas position, par exemple, sur la question de l'impôt sur le revenu, qui fait partie, à la fin de sa vie, du programme des radicaux, du programme de la gauche radicale, des Manceaux, etc. Ce n'est pas quelque chose dont il parle. Mais en revanche, il est connu pour des prises de position claires et de longue date, sur des questions comme la peine de mort. Il est contre la peine de mort, il est pour le suffrage universel, y compris féminin, ce qui ne va pas de soi à l'époque, pour l'école publique et gratuite et obligatoire, contre l'esclavage aux États-Unis, contre les programmes antisémites en Russie, pour les républicains italiens, etc. etc. Du coup, la gauche et aussi l'extrême gauche, aussi les marxistes, doivent savoir ce qu'elles font avec lui, ce qu'elles font de lui et avec lui. Donc voilà la base, voilà ce qui explique que le problème se pose, que la question se pose. Voilà le fondement du problème, disons. Donc, je vais, comme j'ai dit tout à l'heure que j'allais m'intéresser à des questions d'enjeux politiques aussi autour de la réception marxiste de Hugo, ce qui apparaît le plus simple, c'est de construire mon exposé selon un plan chronologique. Donc vous avez eu une ébauche si vous avez regardé la bibliographie que j'ai envoyée. Donc en 3 temps. Alors le premier temps, qui ne va pas se passer en France, mais qui va se passer en Angleterre en fait, c'est le temps que j'appelle Marx et Ecarius, qui est un marxiste de l'époque, un ami, un collaborateur de Marx, qui a écrit des choses sur Hugo. On va y revenir. Puisqu'il faut revenir au fondement et au père fondateur. Donc d'abord, qu'est-ce que Marx et donc ce monsieur Ecarius ont écrit sur Hugo. Ensuite, il y aura un moment qui sera le moment du socialisme français de la fin du XIXe siècle, donc notamment, quasi exclusivement de deux figures que sont Lafargue et Jaurès, et ensuite la question de la réception de Hugo par le Parti communiste entre 1935 et 1952. Ce sont les 3 temps qui me paraissent significatifs et à partir desquels on va pouvoir développer certaines problématiques et aussi poser quand même des questions d'esthétique marxiste, etc. Alors, Marx, bon, évidemment, il ne s'intéresse pas de très près à Hugo. Il n'y a pas de texte de Marx sur Hugo. Donc, c'est pas qu'il ne s'intéresse pas à la littérature, il avait vaguement projeté apparemment d'écrire un livre sur Balzac à un moment. Mais Hugo n'est pas son problème, il s'en fiche un peu visiblement. On trouve quand même quelques mentions de lui dans son œuvre, et surtout dans sa correspondance, mentions qui ne sont pas toujours extrêmement significatives. Alors, est-ce que Marx est hostile à Hugo, ou est-ce que Marx est favorable à Hugo, etc. Dans la littérature critique, on lit les deux, et en fait la réalité est entre les deux. Il y a des auteurs qui tordent le bâton. Bon, il y a Bernard Vasseur, par exemple, qui, peu importe, c'est pas la peine de l'écrire, je pense que c'est fait. C'est parfait. Bernard Vasseur, qui est un spécialiste d'Aragon. Donc, qui a parlé de Aragon et Hugo, et qui revient sur Marx face à Hugo, et qui dit que Marx est très hostile à Hugo. Bon, il y a une autre critique qui s'appelle Rushworth, qui date des années 50, qui dit que non, au contraire, Marx et Engels sont plutôt favorables à Hugo. Bon, en fait, la vérité est entre les deux. De quelle nature sont les remarques de Marx sur Hugo? Elles sont essentiellement de 3 types. D'abord, il y a des commentaires historiques sur sa vie d'homme public, qu'on trouve notamment dans les luttes de classe en France
1850 et dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, donc il part en 52, avec une réédition en 69 dans laquelle il sera plus question de Hugo. Mais ce sont des mentions qui sont souvent neutres. Par exemple, Marx mentionne dans les luttes de classe en France l'épisode de la crise de Rome. Donc c'est une crise de c'est peu importe, c'est un épisode de la diplomatie française à l'époque. Et à un moment donné, Bonaparte écrit une lettre au pape qui vient de récupérer son trône, son pouvoir temporel dans les États pontificaux, pour lui demander d'adopter des réformes libérales et d'amnistier les républicains, je crois. Et Hugo soutient la lettre de Bonaparte contre le parti de l'ordre, contre la droite parlementaire de l'époque. Et Marx mentionne ça, mais en parle de manière neutre. C'est vraiment une remarque juste en passant. Bon, je passe sur les quelques autres remarques du même type qu'on a. Dans le 18 Brumaire, il mentionne à nouveau cette intervention de Hugo en faveur de la lettre de Bonaparte, de la lettre de Rome, avec une différence intéressante entre le texte de 52 et le texte de 69. En 52, Marx dit que Hugo intervient par intérêt libéral, donc en lui faisant crédit de la sincérité de son sentiment libéral qui le pousse à soutenir la lettre de Bonaparte, alors qu'en 69, le texte dit que Hugo intervient par apparent libéralisme, avec une petite nuance quand même qui est évidemment difficile à expliquer vu que les textes sont très épars et qu'on n'est pas dans la tête de Marx. Mais 69, c'est aussi la date à laquelle Marx adjoint une préface à son livre dans laquelle il va parler de Hugo en termes plutôt négatifs. Bon, je passe aussi sur les lettres dans lesquelles Engels se moque un peu de Hugo au moment de la Commune ou en 70, etc. Hugo écrit, au moment de la guerre franco-prussienne, Hugo écrit un appel aux Allemands pour essayer de convaincre les Allemands que Paris c'est aussi leur ville, parce que Paris c'est la ville universelle, et que du coup il ne faut pas envahir Paris, parce que... Et Engels écrit Hugo dit des bêtises, etc. Donc, mais c'est ce genre de... On se contente, voilà, c'est ce genre de remarques simplement qui sont pas. Bon, il y a aussi des... Voilà, le point le plus intéressant en fait dans les écrits de Marx sur Hugo, c'est lorsque Hugo sert de contre-modèle à Marx pour sa propre conception de l'histoire. Et ça, c'est en fait le plus connu. Et notamment, ce qui va être fait, c'est une confrontation entre le 18 Brumaire de Marx et un pamphlet de Hugo qui paraît en 52, qui s'appelle Napoléon le Petit. Napoléon le Petit étant Bonaparte, le futur Napoléon III, opposé à Napoléon Ier évidemment, vers lequel Hugo a des sentiments d'admiration ambigus, mais d'admiration voire de respect quand même. Et du coup, le passage de Marx sur Hugo le plus célèbre se trouve dans la préface de 69 du 18 Brumaire. Donc je le lis. Parmi les écrits qui ont traité presque en même temps que le mien du même sujet, donc le coup d'État, deux seulement méritent d'être mentionnés, Napoléon le Petit par Victor Hugo et le coup d'État par Proudhon. Victor Hugo se borne à des invectives amères et spirituelles contre le responsable en chef du coup d'État. Sous sa plume, l'événement lui-même apparaît tel un éclair dans un ciel serein. Une idée celle que l'action violente d'un seul individu, il ne s'aperçoit pas qu'il grandit cet individu au lieu de le rapetisser en lui attribuant un pouvoir d'initiative personnelle qui n'a pas son pareil dans l'histoire. Voilà le texte fondamental sur lequel d'ailleurs Lafargue va revenir aussi un peu. C'est un texte relativement célèbre, il est dans la préface d'un texte important. Suit ensuite la critique de Proudhon sur laquelle je passe, qui ne m'intéresse pas ici. Et bon, ce bref passage aura donc une certaine postérité, notamment chez Lafargue, et il est intéressant de constater que cette analyse très rapide de Marx est en fait le condensé d'une analyse publiée en octobre 1952 dans un journal chartiste anglais qui s'appelle The People's Paper, le journal du peuple, et c'est un article donc écrit par un certain Johann Georg Ecarius. Je ne sais pas si vous avez déjà au tableau. Voilà. Donc c'est 1818-1889. Ouvrier tailleur allemand, membre de la Ligue des Justes comme Marx, puis de la Ligue des communistes comme Marx, proche de Marx, exilé à Londres. Apparemment, il collabore avec lui, il écrit des textes au minimum relus et validés par Marx. Enfin, je ne sais pas trop, c'est sans doute difficile de savoir exactement quelle est la part de Marx dans tout ça, mais en tout cas, c'est un marxiste. Il est sur les positions politiques de Marx jusqu'en 1972, en fait. Et c'est par ailleurs, ce sera un pilier des instances dirigeantes de la Première Internationale aussi.
Donc c'est un collaborateur de Marx, et c'est lui qui écrit dans The People's Paper entre septembre et décembre 1952 un article en 8 parties qui s'appelle A Review of the Literature on the Coup d'État. Donc une recension de la littérature sur le coup d'État qui se trouve en anglais dans le volume 11 de la Méga. Donc c'est accessible en anglais de cette manière-là. Et donc Ecarius, alors dans l'édition Pléiade du 18 Brumaire, Maximilien Rubel suggère que c'est Marx qui a demandé à Ecarius de faire cet article, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est Marx qui a inspiré les idées ou est-ce que c'est Ecarius qui a développé ses propres idées que Marx par la suite aurait reprises partiellement en 69. Bon. Donc en tout cas, dans cet article, Ecarius parle de 4 auteurs, Marx lui-même, envers lequel il est très élogieux, Proudhon, le coup d'État de Proudhon, un certain Xavier Durieux, donc Victor Hugo et son pamphlet Napoléon le Petit. Alors, sur Hugo, il y a 3 lignes importantes, 3 aspects importants de l'article. Bon, le premier, qui est le moins intéressant pour nous, c'est qu'il reconnaît les mérites littéraires de Hugo. Il commence par dire que Hugo est un très bon écrivain, très au-dessus de tous ses contemporains, très éloquent, etc. Il loue aussi son courage au moment du coup d'État de 51, le fait d'avoir combattu, de travailler sur les barricades. Ok. Bon, deuxième ligne plus intéressante, c'est celle qu'on trouvera chez Marx en 69. Si la dissolution de l'Assemblée, si la suppression des lois de liberté, si l'arrestation des représentants républicains, si les déportations, si la nouvelle constitution, etc., sont l'œuvre d'un seul homme, comment Hugo peut-il le qualifier de petit? Si Napoléon le Petit a fait tout ça tout seul, si c'est une telle puissance, un tel génie historique, génie dans le mal, mais génie quand même, comment Hugo peut-il le qualifier de petit? Et là, évidemment, Ecarius va opposer à la conception hegelienne de l'histoire, donc à la conception idéaliste et individualiste de l'histoire, une conception matérialiste, en montrant que finalement Bonaparte n'est guère que l'homme de main de l'histoire et que c'est pas fondamentalement lui qui a fait tout ce qui s'est passé, mais que c'était une tendance historique de fond. Et ce que fait remarquer Ecarius, c'est que Hugo aurait dû se rendre compte que la République, la Deuxième République, avait déjà bien entamé le travail de destruction des libertés que Hugo reproche à Bonaparte, notamment la aboli du suffrage universel en 1850, et que l'Assemblée était déjà moribonde au moment où Bonaparte l'a dissous, etc. Et si Hugo avait dit ça, si Hugo avait fait cette analyse-là, il aurait été légitime de l'appeler petit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à quelques reprises dans sa correspondance, Marx va reprendre de manière non distanciée l'expression Napoléon le Petit, en citant Hugo, en parlant à Engels ou à d'autres, voilà ce qu'a fait encore Napoléon le Petit, etc. Mais sous la plume de Marx, l'expression n'a pas le même sens que chez Hugo. Chez Marx, c'est une conscience du fait que Napoléon est petit en tant qu'il n'est qu'un homme de main de l'histoire, disons. Bon, c'est son nom, notamment son origine dynastique, et non sa personne qui était nécessaire au dessein de la bourgeoisie, dit Ecarius, pour éviter la révolution qui menaçait. Bref, Bonaparte était la girouette que Hugo a prise pour le moment. L'image est chez Ecarius lui-même. Bon, ça, c'est de manière plus développée ce qu'on trouvera dans la préface de 59, en gros. Opposition entre une analyse idéaliste de l'histoire et une analyse matérialiste. Le troisième point, qui est plus intéressant peut-être encore, parce que d'une part, il ne se retrouvera, parce que Marx ne le reprendra pas en 69, et parce que d'autre part, il anticipe des thèmes de la critique marxiste ultérieure, Ecarius esquisse une analyse de classe de l'homme Hugo. Hugo, dit-il, appartient à une classe qui a l'habitude de prendre les faits pour la cause, la bourgeoisie. Certains dans cette classe, fin citation, certains dans cette classe, dans la classe bourgeoise, dénoncent les inégalités, dénoncent les horreurs du système actuel, et là il pense au discours sur la misère de Hugo, vraisemblablement, qui dénonce la misère dans les caves de Lille, etc., qu'il avait visité en tant que représentant. Et certains dénoncent cette misère avec encore plus de véhémence parfois que les représentants de la classe révolutionnaire. Et Ecarius le concède. On pourrait croire du coup qu'ils sont socialistes, mais en fait non, ils sont réactionnaires objectivement, même s'ils ne sont pas subjectivement des coquins. Ils sont probablement inconscients de la tendance réelle de leur propre doctrine. Ils croient en fait à la valeur des principes
énoncés, dit Icarius, au début de ce siècle. Ils accordent du crédit aux principes libéraux bourgeois, comme la liberté individuelle, l'industrie, la prospérité, l'humanité, etc. Et ça anticipe, bon, vous verrez à la fin, mais ça anticipe à certains égards la critique, la réflexion de Pierre Alboui, par Pierre Alboui de Hugo. Alboui n'a évidemment pas lu Icarius, c'est un texte confidentiel, mais c'est intéressant de voir quand même que la même lecture se retrouve à 100 ans d'écart. Bon, du coup, conséquence, si Hugo croit à ces valeurs-là, à ces valeurs de liberté, industrie, prospérité, humanité, et si d'autre part ces principes ne sont pas réalisés en réalité, c'est la faute de la corruption morale des dirigeants. C'est simplement parce que les dirigeants sont méchants. Et du coup, Hugo se transforme en moraliste plat, en quelque sorte, bas de gamme, parce qu'il n'est que moraliste, et c'est, dit Icarius, la qualité littéraire de Victor Hugo, son éloquence et son style qui permettent de faire passer le contenu moral pour plus intéressant qu'il n'est. On a ici une ébauche d'analyse de classe de Hugo en tant que représentant exemplaire de la bourgeoisie, et en même temps un début d'analyse stylistico-littéraire de Hugo en tant que la littérature est le moyen d'une occultation ou d'une d'une occultation, d'une mystification. Et autre point à retenir de cette critique, c'est que Icarius postule non seulement l'appartenance de classe de Hugo à la bourgeoisie, c'est évident, mais la représentativité de classe de Hugo. C'est-à-dire que Hugo non seulement est un bourgeois, mais on peut, en analysant ce que fait et ce que dit Hugo, comprendre la logique de la bourgeoisie. Ça, c'est quelque chose qui en fait sera constant dans toutes les critiques que je vais examiner, et qui va avoir forcément soi en réalité. D'une part parce que la bourgeoisie n'est pas forcément un bloc homogène, et d'autre part parce que, on pourra se demander, mais c'est pas tellement ce que font les auteurs en question, est-ce que le fait que ce soit un écrivain introduit ou non du jeu, au sens mécanique du terme, entre l'idéologie, son expression, etc. Bon. En tout cas, sans trancher la question, il se trouve que Icarius ici, comme Lafargue un peu plus tard, et comme Jaurès, etc., postule la représentativité de classe de Hugo. Du coup, à l'issue de ce premier chapitre, de cette première partie, on a donc quelques remarques éparses de Marx et de Engels sur Hugo, qui en général ne mènent pas très loin, qui sont simplement soit des moments soit des commentaires neutres, soit des pics sur tel ou tel comportement de Hugo, qui ne deviennent intéressants que lorsqu'il s'agit pour Marx d'élaborer contre Hugo une conception de l'histoire. Et c'est surtout le texte développé et intéressant, c'est vraiment un texte stimulant, mais confidentiel, donc qui n'aura pas de postérité en tant que tel d'Icarius. C'est par ce texte d'Icarius, donc intéressant mais confidentiel, que la critique marxiste de Hugo voit le jour, en quelque sorte, dans le cadre d'un journal chartiste anglais de 1852. Voilà. Donc voilà où on en est après ce premier moment, Marx, Engels et Icarius. Le véritable point de départ de la réflexion marxiste de Hugo, si on s'intéresse à des textes développés qui auront en tant que tel un impact sur la suite, c'est, et c'est le début de ma seconde partie, le pamphlet de Paul Lafargue, La légende de Victor Hugo, écrit en juin 85, publié en 88, mais écrit en juin 85, c'est-à-dire juste après les grandioses obsèques de Victor Hugo. Donc c'est un texte écrit en prison. Lafargue est emprisonné à l'époque, dans la prison de Sainte-Pélagie, parce qu'il avait une amende qu'il n'a pas payée. Il y avait une souscription organisée par ses camarades pour payer son amende, et Lafargue a dit non, je donne l'argent au parti et je vais en prison. Donc voilà, donc il est en prison, et c'est en prison qu'il écrit son pamphlet contre Hugo. Et du coup, il travaille avec des matériaux très limités. Il reçoit des journaux, donc il a la presse à disposition pour savoir ce qui se passe au moment de l'enterrement de Hugo. Mais sinon, il a des souvenirs de lecture, et notamment la lecture d'un livre, voilà l'auteur, donc un livre d'un certain Edmond Guiret, paru en 69, qui s'appelle Victor Hugo avant 1830. Et Guiret, c'est pas du tout un marxiste, c'est un écrivain hugolien, mais surtout hugophobe, anti-hugolien, disons, de droite.
que Lafargue, dont Lafargue reprend les analyses sans du tout les mettre à distance ni en question. Et ça va expliquer en fait ça, un certain nombre de faiblesses du texte. Alors, la question c'est de voir pourquoi Lafargue écrit ce texte en 85. Alors, je précise que un certain nombre de mes remarques ici viennent de ça, donc je peux faire passer si vous voulez. C'est une édition de la légende de Victor Hugo par un certain Tivadar Gorilovic, qui est un auteur hongrois, mais c'est écrit en français, paru dans une revue hongroise en 79, donc c'est un peu compréhensible, mais c'est très bien. C'est vraiment une remarque d'habitude sur le texte et sur sa réception, j'en suis inspiré. Et donc c'est vraiment très bien, je peux le faire passer, faites attention parce que ça tombe un peu en miettes, mais c'est vraiment une excellente étude. Donc, Hugo, il meurt, je l'ai dit, en mai 85, et son enterrement a un caractère véritablement grandiose. La mort de Hugo et son enterrement est un symbole souhaité et réalisé d'unité républicaine. Les funérailles nationales du poète sont votées à la quasi-unanimité par l'Assemblée, il y a trois votes contre. Et en fait, cette unité nationale va se restreindre au camp républicain à l'exclusion de la droite catholique quand il va être décidé de panthéoniser Hugo, ce qui implique de retirer le panthéon au culte religieux pour en faire un lieu de culte laïque, de culte des grands hommes. Et ça, la droite catholique ne supporte pas, donc elle va du coup s'opposer aux cérémonies, etc. Mais enfin, bon, il se trouve quand même que Hugo devient à ce moment-là, se voit confirmé comme symbole de la République. Donc il est entré le 1er juin, il y a entre 1 et 3 millions de personnes selon les sources qui assistent aux funérailles. C'est beaucoup. Le corps reste exposé 36 heures sous l'Arc de Triomphe. Donc c'est un événement très spectaculaire. Et du coup, les socialistes, comme tout le monde, sont obligés de se positionner par rapport à ça, par rapport à cet événement. Et il y a en fait, en gros, deux courants qui vont se dégager. D'une part, les guédistes, donc les gens qui suivent Jules Gued, qui, eux, sont plutôt hostiles à Hugo. Dans l'égalité, qui est le journal des guédistes, les positions progressistes du chez Hugo sont plutôt raillées, pas prises au sérieux, même quand il défend l'amnistie des nihilistes russes, par exemple, ce genre de choses. Ils ne prennent pas Hugo du tout au sérieux. Et quelques jours après la mort de Hugo, il y a un discours de Gued que je n'ai pas pu lire, que je n'ai pas trouvé, mais enfin c'est Gorilovic qui en parle. Il y a un discours de Gued où il affirme que Victor Hugo est un homme du passé, que ses valeurs, c'est-à-dire Dieu, la famille, etc., appartiennent au passé, et que la classe montante, donc le prolétariat, n'a rien à en tirer ni à en apprendre. Fin de l'histoire, Hugo, c'est pas pour lui. C'est en revanche plutôt la droite du mouvement socialiste de l'époque qui est la plus indulgente avec Hugo. Notamment un journal qui s'appelle La Revue Socialiste, qui est dirigé par un certain Benoît Malon, M-A-L-O-N, ça se prononce, qui entend regrouper en fait toutes les tendances du socialisme français, mais qui dans les faits a essentiellement a très peu de marxistes et de guédistes parmi ses collaborateurs. Donc c'est plutôt, en gros, c'est un truc œcuménique, mais quand même plutôt à la droite du mouvement socialiste. Et la Revue Socialiste défend Hugo sur le thème du certes il n'était pas parfait, certes il n'était pas socialiste, mais enfin quand même il a fait de bonnes choses, il a dit de bonnes choses, il est quand même beaucoup moins pire que les autres, etc. Bon. Et le texte de Lafargue est publié, donc je l'ai dit, en 88 en Allemagne, dans une revue allemande. Il sera publié en français pour la première fois en 91 dans la Revue Socialiste, ce qui paraît paradoxal, mais avec un chapeau introductif qui prend ses distances avec le texte. Il est publié, mais dans la revue, il est écrit les idées exprimées ci-dessous n'engagent que leur auteur et pas nous. Donc c'est Lafargue qui dit ça. Il publie le texte de Lafargue aussi, sans doute parce qu'à l'époque, Lafargue est un dirigeant très important du mouvement socialiste, et notamment il y a des ennuis judiciaires à ce moment-là, ce qui suscite aussi des campagnes en sa faveur et une sympathie générale du camp socialiste à son égard. Donc voilà. Et puis c'est aussi l'un des rares organes socialistes qui accorde une place à la littérature. C'est Madeleine Reberiou, une historienne du mouvement ouvrier, qui l'a montré. En général, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, en fait, la presse socialiste française parle très peu de littérature, sauf la Revue Socialiste, qui a une dimension à la fois écuménique politiquement et éclectique thématiquement. Bon, du coup, l'intervention de Lafargue, la légende de Victor Hugo par Lafargue, qu'il essaie de publier en 85, mais il n'y arrive pas, parce que notamment les guédistes à ce moment-là n'ont plus de journal à eux.
Lafargue prend une position partisane, essentiellement, avant tout. Il s'agit de défendre au sein du mouvement socialiste à la fois une ligne de gauche et une ligne marxiste. Et c'est dans cette idée-là que Lafargue va essayer de mettre en œuvre un arsenal théorique pour justifier sa position, pour se justifier. C'est comme ça que ça se passe, dans ce sens-là. Donc la ligne de Lafargue, pour la résumer en deux mots, c'est démasquer Hugo, l'attaquer sur un double plan moral et de classe. Donc Lafargue cherche à établir la bassesse morale de Hugo. Il est vaniteux, intéressé par l'argent, carriériste, opportuniste, etc. Et à le caractériser comme représentant exemplaire de sa classe, la bourgeoisie. Donc, j'ai 6 points là, sur le texte que je vais énumérer, du coup, des points qui paraissent importants et qui permettent de caractériser la démarche et les méthodes aussi de Lafargue, et donc aussi le marxisme de Lafargue. Comment est-ce que Lafargue fait du marxisme avec ça? Alors, le premier point, d'abord, qu'il faut dire avant de commencer, c'est qu'il y a dans le texte plusieurs inexactitudes factuelles, objectives, qui tiennent aux conditions d'écriture et qui tiennent à un parti pris assumé contre Hugo. Et donc il reprend les accusations d'Edmond Piré sans les vérifier. Et par exemple, pour donner simplement 2 exemples, il reprend l'accusation de Piré que rien n'établit historiquement, selon laquelle Hugo se serait détaché de Bonaparte parce qu'il aurait des effets de pas être ministre. En fait, il boude. Comme il n'est pas ministre, comme il n'a pas de ministère, il se fâche et du coup il va partir de l'exil, etc. Parce qu'il était vexé de ne pas avoir été ministre. Mais rien n'établit ça historiquement. Lafargue également insiste sur l'idée, comme il veut montrer que Hugo est une girouette, un opportuniste, il essaie de prouver que Hugo a changé d'opinion politique en même temps du changement de régime. Il s'est toujours rallié au régime qui venait d'arriver, mais du coup il a beaucoup de mal à penser son attitude pendant l'exil, évidemment, et puis passe très très vite sur les périodes où ça ne marche pas, etc. Donc il n'a pas forcément toujours tort sur ce point, mais il radicalise beaucoup le propos et il y a des moments où ça ne marche pas et Lafargue passe pudiquement dessus parce que ça ne marche pas dans son système. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Lafargue a peu d'intérêt pour la manière dont les œuvres revivent, dont elles peuvent mener une vie posthume au-delà de leur contenu explicite. Ainsi, il critique la lecture des Misérables comme Bible socialiste, c'est son expression, en faisant remarquer que, c'est d'ailleurs factuellement juste, que Jean Valjean, l'un des héros des Misérables, se réhabilite en devenant patron, en devenant un exploiteur capitaliste. À Montreuil, il devient patron, il exploite des ouvriers, donc il amasse une fortune sur le dos de ses ouvriers, c'est vrai. Du coup, Lafargue analyse la réception socialiste des Misérables simplement en termes d'erreur. Ils n'ont pas compris, ils sont trompés, ou alors ils sont eux-mêmes. Ou alors les socialistes qui ont reçu des Misérables comme un roman socialiste sont même des socialistes très douteux et pas très fiables. C'est ça l'idée de Lafargue. Alors qu'on pourrait en faire une autre lecture et s'intéresser à la réception en tant que telle, et du coup voir ce qu'il y a de potentiellement subversif ou progressiste malgré tout dans les Misérables. Et l'attitude de Lafargue ici est d'autant plus surprenante que dans un autre texte de lui qui s'appelle Les origines du romantisme, qui date de 96, donc qui est écrit 11 ans plus tard, Lafargue écrit une œuvre littéraire, alors même qu'elle n'aurait aucune valeur artistique, acquiert une haute valeur historique du moment que le succès l'a consacrée. Le critique matérialiste peut l'étudier avec l'impression de saisir sur le vif les impressions et les opinions des contemporains. Donc, dans des textes théoriques du point de vue général, on a l'impression que Lafargue est ouvert à l'idée d'une étude de la réception, ouvert à l'idée que l'œuvre est aussi définie par sa réception, alors que ce n'est pas du tout le mouvement qu'il adopte dans La légende de Victor Hugo. Troisièmement, la critique de Lafargue est essentiellement biographique et morale. Alors Roger Fayol, qui est un universitaire marxiste très intéressant, spécialiste de Sainte-Beuve en particulier, qui est mort en 2006, écrit que Lafargue est influencé par Sainte-Beuve. Donc Sainte-Beuve, c'est un critique littéraire du XIXe siècle, un critique important qui a eu beaucoup d'influence sur le monde littéraire français et qui est peut-être, parce qu'il y a des textes célèbres de Proust contre lui, mais il est célèbre pour mettre en œuvre une sorte de réductionnisme psychologique. En gros, de passer par l'œuvre pour accéder à la psychologie de l'homme et vice-versa. Et bon, effectivement,
il y a du Sainte-Beuve chez Lafargue. D'ailleurs, Lafargue rend hommage à Sainte-Beuve dans certains textes. Dans les origines du romantisme, il a des mots plutôt sympathiques pour Sainte-Beuve. Mais la limite peut-être du parallèle, c'est qu'en fait, Lafargue porte assez peu d'intérêt à l'œuvre elle-même. Il porte moins d'intérêt à l'œuvre que ne le fait Sainte-Beuve. Il manifeste, quand il parle de Hugo, Lafargue, il parle surtout de la vie, de la carrière de l'homme public. Et quand il parle des textes, d'abord, il ne cite que 2 œuvres littéraires à proprement parler, Les Châtiments et Les Misérables. Il en dit peu de choses, et il leur applique une critique purement de contenu. Il leur applique une critique idéologique. Qu'est-ce que, idéologiquement, les œuvres en question disent? Bon. Voilà. Le 4e point, quand même, c'est l'innovation marxiste principale de Lafargue par rapport à son beuvisme latent, à l'influence de Sainte-Beuve, c'est qu'il intègre dans la psychologie la détermination de classe. Il intègre la détermination de classe comme un facteur explicatif de la psychologie. Mais il fait ça un peu à la truelle. C'est-à-dire que d'une part, il postule un déterminisme immédiat de l'appartenance de classe sur la psychologie. En gros, la psychologie de le fait d'être vaniteux, orgueilleux, près de ses sous, etc., s'explique parce qu'il est bourgeois. Lafargue a vraiment une vision très noire de la bourgeoisie, comme composée d'individus tous très très corrompus moralement, etc. C'est assez impressionnant. Et deuxièmement, il ne porte aucune attention à la diversité interne de la classe bourgeoise. C'est la bourgeoisie comme bloc, et puis il n'y a pas de bourgeoisie réactionnaire ni progressiste, il n'y a pas de bourgeoisie capitaliste ni intellectuelle, par exemple. Il n'y a pas tout ça. Il passe son temps, Lafargue, à dire que Hugo est représentatif de la bourgeoisie, envisagée comme un bloc. 5e, Lafargue reprend aussi, sur un point beaucoup plus spécifique, la critique faite par Marx en 1969 dans la préface du 18 Brumaire. Donc il cite le passage, évidemment, c'est un passage connu, que j'ai vu tout à l'heure, mais il décale un peu l'analyse. D'une part, il décale l'analyse de Napoléon le Petit, qui était le texte dont parlait Marx au Châtiment, un texte de Hugo plus connu que Napoléon le Petit, donc qui a un enjeu plus important aussi du point de vue de Lafargue en 85. D'autre part, il va accuser Hugo spécifiquement d'avoir, en faisant porter tous ses reproches sur Napoléon, d'avoir excusé la bourgeoisie républicaine. Je cite le passage. En accumulant les colères sur les individus, sur Napoléon et ses acolytes, il détourne l'attention populaire de la recherche des causes de la misère sociale, qui sont l'accaparement des richesses sociales par la classe capitaliste. Il détourne l'action populaire de son but révolutionnaire, qui est l'expropriation de la classe capitaliste et la socialisation des moyens de production. Peu de livres ont été plus utiles à la classe possédante que Napoléon le Petit et les Châtiments. Ah oui, alors le passage où s'en prend la bourgeoisie républicaine, c'est pas là, je ne vais pas citer, mais c'est juste après, c'est la suite du paragraphe. En fait, Hugo, d'après Lafargue, Hugo discute les républicains bourgeois, qui ont fait notamment massacrer les ouvriers en juin 1948, et l'enjeu de s'attaquer spécifiquement aux républicains bourgeois, c'est que pour Lafargue en 85, en juin 85, le problème c'est de séparer, de faire un cordon sanitaire entre les marxistes et la gauche républicaine. De dire aux socialistes, il ne faut pas participer aux funérailles de Victor Hugo, il ne faut pas s'intéresser à ce monsieur, etc. Hein? C'est le sens de cette spécification, cette reprise et spécification du propos de Marx. 6e, et c'est peut-être, je finis là-dessus parce que c'est le point le plus intéressant de la critique de Lafargue sur Hugo, Lafargue ébauche une analyse matérialiste du style. Alors, il signale que la langue de Hugo se caractérise par des néologismes, des images nouvelles et audacieuses, et par une rupture avec la langue classique. Qu'en dit-il? Voilà un passage que je vais citer. La Révolution de 89 transplanta le centre de la vie sociale de Versailles à Paris, de la cour et des salons, dans les rues, les cafés et les assemblées populaires. Les journaux, les pamphlets, les discours étaient la littérature de l'époque. Tout le monde parlait et écrivait sans nul gêne. Tout le monde parlait et écrivait, et sans nul gêne piétinait sur les règles du goût et de la grammaire. Un peuple de mots, de néologismes, d'expressions, de tournures et d'images, venus de toutes les provinces, de toutes les couches sociales, envahirent la langue polie, élaborée par 2 siècles de culture aristocratique. Le lendemain de la mort de Robespierre, les grammairiens et les puristes reprirent la férule arrachée de leurs mains et se mirent à l'œuvre pour expulser les intrus et réparer les brèches de la langue du XVIIIe siècle, ouvertes par les sans-culottes. Heureusement que Chateaubriand, suivant l'exemple donné par la royaliste avec les apôtres, etc., donc heureusement que Chateaubriand
défendit au grand scandale des puristes la réaction et la religion avec la langue et la rhétorique enfantées par la Révolution. Donc heureusement que Chateaubriand vient opposer son influence littéraire à la tentative de réaction linguistique et stylistique qu'ont opposé les aristocrates après la mort de Robespierre. Voilà le schéma en 3 temps de Lafargue. L'honneur d'avoir dans ce siècle non pas créé mais consacré littérairement la langue romantique appartient à Chateaubriand, qui fut le maître de Victor Hugo. Alors il y a une perfidie là-dessous évidemment, ça veut dire que c'est pas Victor Hugo qui l'a fait, c'est Chateaubriand, mais quand même, dit Lafargue dans la suite, le mérite de Hugo c'est d'avoir transposé ce geste chateaubriandien de la prose vers le vers. Chateaubriand a écrit en prose, et ce sont, donc je cite, Victor Hugo, Lamartine, Musset, Vigny, Gautier, Banville, Baudelaire et d'autres encore, donc des poètes romantiques, qui ont fait passer dans le vers ce que Chateaubriand avait fait pour la prose. D'accord? Donc ici, consciemment ou non, Lafargue reprend un thème cher à Hugo lui-même. C'est Hugo qui, dans les Contemplations, se vante d'avoir mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, d'avoir libéré les mots, d'avoir libéré la syntaxe, etc. Et c'est Hugo, très jeune, même dans les années 30, qui fait un parallèle entre la révolution poétique dans son théâtre, par exemple, et la révolution politique. Comme si le romantisme était, dit-il, le libéralisme en littérature, comme s'il y avait une sorte d'homologie entre les deux domaines. Donc, Lafargue valide, premier point, l'équivalence établie par les romantiques eux-mêmes entre révolution politique et révolution linguistique. Deuxième point, il la reformule quand même en termes de classe, dans le passage que je viens de citer. Il le dit notamment ça dans les origines du romantisme aussi, c'est plus diffus dans la légende de Victor Hugo, mais là quand même, il laisse entendre qu'il y a un conflit entre les aristocrates et les bourgeois au lendemain de la Révolution pour savoir quelle langue allait s'imposer, donc il a l'air de considérer qu'il y a une détermination de classe, du style et de la langue. Le problème, c'est le troisième point, c'est qu'il n'explique pas vraiment comment. S'il y a un rapport entre la libération stylistique, pour le dire de manière un peu caricaturale, et la libération, le libéralisme politique, est-ce que c'est un rapport simplement d'homologie, ce qui serait un peu décevant, un rapport d'engendrement, un rapport de moyens? Est-ce que la langue nouvelle est le moyen d'expression des idées nouvelles? Lafargue a l'air de dire plutôt ça, mais il n'explique pas pourquoi ni comment. Il n'explique pas ce qui, précisément dans la langue, permet ça. Donc c'est vraiment, c'est un mouvement intéressant de la part de Lafargue, mais ça ne reste qu'ébauché. Et puis par ailleurs, d'autres fois, les analyses de Lafargue sur le style sont beaucoup plus décevantes aussi, parce que parfois, et même le plus souvent en fait, il fait du verbiage, ce qu'il appelle le verbiage hugolien, un trait propre, un trait spécifiquement hugolien, qui tient à son attitude morale. Il enfume les gens, il développe une mystification linguistique en quelque sorte. Bon, c'est une idée qu'on retrouverait sous d'autres formes chez Icarius aussi, l'idée que le manteau du style d'éloquence permet de masquer le creux de la pensée, etc. Et en fait, ça, chez Icarius comme chez Lafargue, ça fait fond sur un topos anti-hugolien courant, pas du tout réservé aux marxistes, qui est de dire que Hugo se paye de mots, que Hugo agite des grands mots vides, des grandes métaphores, etc., pour masquer le vide de sa pensée, que Hugo en fait est bête, et qu'il brasse des mots pour pas qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est une idée qui influence visiblement et Icarius d'une part et surtout Lafargue, et qui ne vient pas du tout du marxisme. Voilà pour Lafargue. Alors, comme je l'ai dit, le socialisme est quand même divisé sur Hugo. Et en fait, une partie, et sans doute la majorité des socialistes français de l'époque, est plutôt hugophile. Et elle est d'autant plus hugophile qu'elle est moins marxiste et qu'elle est proche de la gauche républicaine, etc. Alors, pour illustrer ça, et pour montrer quand même malgré tout une tentative d'analyse, disons semi-matérialiste, je vais l'expliquer, de Hugo par un socialiste important, je voudrais opposer Lafargue à Jaurès. Il n'y a pas de dialogue explicite entre les deux. Jaurès ne cite pas Lafargue, mais je pense que c'est quand même une porte d'entrée commode et qui explique des choses. Donc voilà, Jaurès représente l'aile hugophile du socialisme français. Il a tenu une chronique littéraire, Jaurès, dans un journal toulousain qui s'appelle La Dépêche, l'ancêtre de La Dépêche de Toulouse.
une chronique tenue sous pseudonyme, entre 93 et 98, dans laquelle il manifeste l'hugonisme le plus consensuel et le plus républicain normal. Quand il parle de la parution d'œuvres posthumes de Hugo, hein, il y a un recueil de vers qui paraît en 93, et ben, Jaurès commence sa chronique par dire « Salut au maître », etc. Donc Hugo n'est pas un problème, et il est, comme la plupart des républicains de gauche, hugolien. Bon. Le texte le plus intéressant de Jaurès sur Hugo, et qui quand même qui essaye d'articuler le cas Hugo d'une manière partiellement matérialiste, c'est un texte de 1900, une conférence de 1900 qui s'appelle « L'art et le socialisme ». Et c'est une conférence qui propose un rapide parcours historique et qui va essayer de caractériser, je cite, « l'œuvre d'art que nous lègue le développement de la démocratie bourgeoise depuis plus d'un siècle ». Donc il va se concentrer sur l'art du XIXe siècle. Et Jaurès, premier geste fort, qui n'est pas évident, rabat la question de la démocratie bourgeoise sur la question de la révolution bourgeoise. C'est-à-dire qu'il analyse la bourgeoisie pendant tout le XIXe siècle comme classe révolutionnaire. Comme si le fait qu'elle avait fait la révolution en 89, disons, continuait à expliquer son attitude, son état d'esprit pendant tout le siècle et à déterminer ses productions idéologiques et en particulier culturelles. Et du coup, c'est cette dimension révolutionnaire qui va expliquer sa contradiction historique objective, puisque l'art bourgeois est révolutionnaire, mais bourgeois. Donc révolutionnaire, mais en même temps réactionnaire aussi. Et ce qui fait qu'il est révolutionnaire, enfin, le fait qu'il soit révolutionnaire fait que sur un plan esthétique, dit Jaurès, il est puissant, enthousiaste, plein d'ivresse et de rêve, mais le fait qu'il soit bourgeois fait qu'il est aussi individualiste, idéaliste, chaotique et superficiel. Et en fait, apparemment, et ça c'est quelque chose apparemment de récurrent dans la philosophie jaurétienne, le grand couple qui organise son schéma, c'est le couple chaos contre unité. En gros, la bourgeoisie est révolutionnaire et l'œuvre d'art est révolutionnaire. L'œuvre d'art bourgeoise est révolutionnaire en tant qu'elle exprime une aspiration à l'unité et qu'elle manifeste des élans, un enthousiasme, etc., tendu vers un but, et elle est réactionnaire en tant qu'elle se heurte à de la contradiction et à de l'hétérogène. Bon. Puisque la caractéristique de l'époque bourgeoise, c'est quand même d'être prise en étau entre deux périodes caractérisées par leur unité, ça c'est encore Jaurès qui le dit. Avant la Révolution, il y avait le rôle social de corps comme l'Église, etc., qui assurait l'unité du corps social, qui n'était pas encore disloqué. Et puis sous le communisme, évidemment, il n'y a plus de classe, donc l'humanité est réunifiée. Mais c'est entre les deux, c'est à l'époque de la domination bourgeoise que s'expriment, disons, les tendances centrifuges au sein de l'humanité. L'humanité est la moins unitaire et la plus divinée. D'où, quand même, chez Jaurès, une pensée de la contradiction qui manquait complètement à Lafargue. Et c'est, à mon avis, la supériorité de Jaurès sur Lafargue, c'est d'intégrer cette dimension, de reconnaître que la bourgeoisie n'est pas une sorte de, non seulement n'est pas homogène, mais surtout n'est pas n'a pas qu'un seul sens, n'a pas qu'une seule valeur et qu'une seule dimension. Alors, cette contradiction, elle s'exprime à deux niveaux. À un niveau esthétique, on a d'une part force, puissance, vigueur poétique, mais d'autre part incohérence. Et alors, Jaurès va appuyer là son raisonnement sur deux auteurs qui sont Goethe et Hugo. Donc je passe sur Goethe, mais voilà ce qu'il dit sur Hugo, et je vais expliquer après les références. Voyez la dernière partie de l'œuvre de Hugo. Il semblait, après cette longue expérience de la vie faite par le maître, que lorsqu'il se recueillerait pour donner aux hommes un suprême enseignement, il leur apporterait une conception ample et ferme. C'est de Hugo que Renan a dit qu'il était le cymbalum seculi, la cymbale du siècle, celui qui donne un corps à nos rêves, une forme à chacune de nos pensées. Et voici que quand il essaie de résumer la philosophie du siècle, il s'indigne comme un enfant dont l'Église aurait façonné le cerveau. Il s'indigne contre quoi? Contre la théorie darwiniste, qui faisait sortir l'homme par voie d'évolution de l'animalité. Il s'indigne que l'homme soit ainsi ravalé, ainsi rabaissé. Et lui, le panthéiste, lui dont tout le génie de poète a consisté précisément à découvrir, dormant dans le caillou, le feu sacré de l'esprit, lui qui disait « pas de bête qui n'est un reflet d'infini », par la plus prodigieuse incohérence, quand il s'agit de définir, de préciser,
il s'indigne précisément que la science constate que l'humanité a surgi par voie d'évolution de l'animalité inférieure. Alors, effectivement, ce que dit Jaurès, c'est juste, c'est-à-dire que le panthéisme et l'âme dans les cailloux, etc., c'est vrai, c'est Hugo, dans les années 50, à l'époque où il fait tourner les tables, au début de l'exil, et il croit aux esprits, il croit à la métempsychose, et alors il croit sur un mode qui n'est peut-être pas tout à fait celui de la croyance, enfin, c'est discutable, le degré d'adhésion à cette propres idées fait l'objet de débat, mais en tout cas, il y a des textes de lui où il affirme qu'il y a des âmes dans les cailloux. En fait, en gros, quand on a péché, quand on s'est mal conduit, on est réincarné dans des êtres de moins en moins bien. Donc d'abord les animaux, ensuite les plantes et ensuite les cailloux. Et donc du coup on explie en tant que caillou et ensuite on se réincarne dans une plante, etc. Donc une sorte d'échelle des êtres, une métempsychose ascendante et descendante. Donc c'est ça que veut dire Jaurès ici. Et l'histoire du darwinisme, ben oui, il y a un poème de 74, paru dans la seconde légende des siècles, qui s'appelle France et âme, où Hugo râle contre Darwin pour des raisons morales. En fait, il ne supporte pas l'idée que l'homme descende du singe. Donc il est anti-darwiniste dans un poème de la légende des siècles. Et Jaurès tire ça, alors, du côté d'une contradiction, en fait. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gains d'homologie qui sont évidents. D'accord, le panthéisme, c'est l'unité, ok, et ensuite, l'idée que l'homme soit à part de la création, pour le dire en termes hugoliens, ou à part de la nature et du reste du règne végétal, c'est l'éclatement et donc la pluralité. Donc ça va bien avec la philosophie de Jaurès, si on veut, mais l'idée que ça exprime une contradiction interne à la bourgeoisie n'est pas exactement claire ni tout à fait satisfaisante. Enfin, il y a un rapport d'homologie qui n'est pas forcément équivalent à un rapport d'engendrement ou de détermination. Bon, ça c'est sur le plan esthétique. Et sur le plan politique, Jaurès dit bien que Hugo est bourgeois, mais progressiste. Ça c'est bon, ça d'accord, c'est relativement évident. Le problème c'est qu'ici, alors oui, et aussi Jaurès rejette la vision lafargienne selon laquelle le progressisme de Hugo ne serait qu'un enfumage verbal. Hein, il n'est pas du tout d'accord pour dire que ce n'est qu'une histoire de mots, que Hugo se paye de mots et fait semblant d'être progressiste pour mystifier le peuple. En revanche, Jaurès renonce, et c'est très décevant, en entendant son texte, ici, à faire de la contradiction hugolienne le reflet d'une contradiction objective. Et il explique son progressisme en termes carrément idéalistes. C'est-à-dire que si Hugo est progressiste, c'est parce qu'il a subi l'influence des socialistes, notamment des Saint-Simoniens, qui ne sont eux-mêmes pas du tout analysés comme le produit paradoxal de la bourgeoisie ou quoi que ce soit. C'est juste des précurseurs du communisme qui sont là, dans le XIXe siècle, qui jouent un rôle historique qui n'est pas élucidé, et c'est pour ça que Hugo est progressiste. Pardon. Donc, on est un peu déçu à cet endroit-là du texte. Il y a une pensée de la contradiction qui est, de manière abstraite, mise en rapport avec les contradictions historiques de la bourgeoisie, mais dans le détail, il y a quand même un retour vers l'idéalisme qui, du coup, n'est pas satisfaisant. En fait, il manque chez Jaurès ce qu'il y a chez Lafargue, la pensée de la contradiction, et vice-versa, c'est-à-dire une pensée vraiment matérialiste. Donc, Lafargue et Jaurès, on va dire qu'ils sont complémentaires si on veut, enfin. Mais en tout cas, les deux textes semblent inaboutis. Donc, pour dire encore deux mots du texte de Jaurès, comme Éclarius, comme chez Lafargue, fait de Hugo un homme représentatif de la bourgeoisie, comme Goethe d'ailleurs, avec toujours ce postulat implicite et un peu problématique que le grand artiste, Goethe Hugo, est le représentant, le meilleur représentant, le représentant parfait ou exemplaire de sa classe. Bon. Et puis d'autre part, je signale aussi que dans le cas de Hugo, pour penser la contradiction chez Hugo, Jaurès fait sans doute fond aussi sur un autre topos de la critique hugolienne, qui est justement la contradiction, qui peut stylistiquement prendre la forme de l'antithèse, qui est la grande figure stylistique de Hugo, l'opposition, les contraires, le contraste, etc., mais qui sur un plan philosophique vient d'être, à l'époque où Jaurès écrit ça, étudié par un philosophe dont je suppose que Jaurès a lu, c'est un philosophe important à l'époque, qui s'appelle Charles Renouvier, un néo-kantien plus très connu aujourd'hui, mais qui, à la fin de sa vie, à 85 ans, se met à écrire des livres sur Victor Hugo,
et où il explique, en gros, de manière mi-sympathique, mi-agacée, qu'il y a... Enfin, il essaie de penser le statut de la contradiction chez Hugo. Il les relève pour s'en agacer, et en même temps, il essaie de les expliquer, etc. Donc, Jaurès est aussi baigne là-dedans. En tant que... Je pense qu'il connaît un peu Renouvier, et il a peut-être lu peut-être pas les livres sur Hugo, mais des articles de Renouvier, c'est possible. Bon. Voilà, sur le mouvement socialiste français fin du XIXe siècle. Donc voilà, Jaurès et Lafargue, qui sont des textes intéressants, avec des défauts, des lacunes, des inaboutissements, disons, et qui définissent en tout cas deux lignes opposées. Hein. Une ligne marxiste orthodoxe chez Lafargue, qui considère pour le moment qu'il n'y a rien à sauver chez Hugo, une ligne plus hétérodoxe chez Jaurès, peut-être moins ancrée aussi dans le marxisme, mais en tout cas qui vont servir peut-être de fondement à une réception ultérieure, qui vont être en tout cas relus et parfois commentés ou critiqués, surtout l'axe de la fin, par les marxistes ultérieurs. Alors, donc c'est le troisième temps de l'exposé sur la critique dans l'orbite du Parti communiste. Donc je vais faire un switch jusqu'en 1935 parce qu'en fait, entre 1900 et 1935, à ma connaissance, il ne se passe pas grand-chose sur le plan qui nous intéresse, en tout cas pas en France. Il y a quelques remarques de Kleranov en Russie, mais bon, je ne les ai pas lues. Donc pour la France, il ne se passe rien. Je ne sais pas trop quelle était la partie du texte de Jaurès. C'est un texte accessible et bon, relativement... c'est le grand texte esthétique de Jaurès, donc peut-être que certains communistes le connaissaient. Jaurès était une figure, une référence dans le panthéon communiste de toute façon. Quant à celui de Lafargue, alors c'est un peu compliqué. Le texte est donc publié en français en 1991 dans la Revue socialiste. Il est republié en 1902 au moment du centenaire de la naissance de Hugo, et puis ensuite il disparaît un peu des radars. C'est notamment alors Jean Fréville, donc de la critique littéraire de l'humanité, qui va contribuer à le faire redécouvrir dans les années 30. Et la réception marxiste de Hugo dans les années 30 va être déterminée par de nouvelles configurations du champ politique et par des changements de ligne du Parti communiste français, du Parti communiste. Il n'y avait pas encore Parti communiste français. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, 1935, c'est l'année du cinquantenaire de Hugo. N'est-ce pas? Et c'est aussi le début du Front populaire. Enfin, pas le début, mais on est en plein Front populaire. Alors, Jean Fréville, dont j'avais déjà dit du mal dans une séance l'an dernier, mais je vais recommencer, écrit dans l'Humanité le 14 mai un article sur Hugo, où il explique que le prolétariat n'a rien à faire avec Hugo, et en fait il reprend exactement la ligne de Lafargue. Il cite, je crois qu'il ne cite pas Lafargue, mais il reprend les mêmes arguments moraux et de classe. Bon, le problème, donc ça c'est le 14 mai, le problème c'est que le 21 mai, l'Humanité publie un communiqué de Staline, paru 2 jours avant dans la Pravda. Oui, c'est ça le stalinisme, hein, où Staline explique que Victor Hugo est un auteur, un écrivain important, progressiste, un humaniste bourgeois, dont le seul tort fut d'avoir porté du crédit et d'avoir cru aux valeurs de l'humanisme bourgeois. Mais à part ça, le texte de Staline est favorable à Hugo et il explique qu'il faut célébrer le cinquantenaire de Hugo. Et donc dans le même numéro, nouvel article de Fréville, où cette fois, Fréville explique que Hugo, et c'est très bien, non, c'est vraiment impressionnant. C'est un progressiste, c'est un humaniste dont le seul tort est d'avoir cru à l'humanisme bourgeois, etc. Et l'acte de la critique de Fréville, ça va être de montrer qu'il n'est pas récupérable par la bourgeoisie. Et que c'est pour ça que les fascistes, c'est-à-dire en fait tout le monde sauf le populaire, donc la droite, etc., tous les gens qui préfèrent Hitler au populaire, ne savent pas quoi faire de Hugo et n'arrivent pas à le récupérer. Et donc ça va être le début d'une réhabilitation communiste de Hugo, même si, bon, alors par ailleurs c'est Fréville qui en 1936 a publié aux éditions sociales une anthologie de textes critiques littéraires de Lafargue, dont la légende de Victor Hugo. Bon. Fréville publie quand même Lafargue en 1936, dans une édition d'ailleurs partiellement falsifiée. Enfin,
Mais en tout cas, en 1935, on en est là. Donc, Fréville change, magnifique palinodie de Fréville qui change d'avis du jour d'une semaine sur l'autre. Et Aragon, qui aime Hugo depuis longtemps, depuis qu'il est surréaliste, etc. Donc, il y a un attachement personnel de Aragon à Hugo. Enfonce le clou, je ne sais plus, le 23 mai, je crois. Il enfonce le clou, donc il reprend la ligne stalinienne, la nouvelle ligne de Fréville, en se moquant sans le citer du premier Fréville, donc il défend Hugo à son tour, avec un geste intéressant qui va consister à se servir de la lecture de Tolstoï par Lénine pour récupérer Hugo. Parce qu'il y a des textes de Lénine sur Tolstoï, je renvoie à ton article, Vincent, publié sur le site du séminaire littéraire des arts de la critique sur Lénine, lecteur de Tolstoï. Et en fait, ce que fait Lénine, c'est qu'il va, donc c'est au moment de la mort de Tolstoï en 1908, je crois, il montre que Tolstoï et que les écrits de Tolstoï sont déterminés par sa position de classe. Donc il représente la classe de la paysannerie russe, et que c'est à ce titre-là, à cause de la position historique de cette classe, qu'il est à la fois progressiste par certains côtés et réactionnaire par d'autres, mais qu'il est important pour les bolcheviks, en l'occurrence, de récupérer Tolstoï, enfin de le lire et d'en faire un instrument de lutte, notamment dans ce qu'il dénonce. Et que c'est aux bolcheviks d'investir Tolstoï. Et donc la ligne Aragon, c'est un peu ça, c'est au prolétariat, aux communistes, d'investir Hugo et d'en faire, y compris un instrument de lutte culturelle. Alors, ensuite, donc, quelques jours après, c'est Nizan qui enfonce le clou, etc. Et tous les communistes vont s'y mettre et vont venir rigoler. Alors, et donc, confirmation en 1952, donc au moment du 150e de Hugo, avec de fortes commémorations communistes de Hugo partout dans le monde communiste, donc dans le PC français, dans les PC occidentaux, mais surtout à Moscou, en Chine, en Pologne, dans tous les pays de l'Est. Hugo va être fêté et célébré, notamment comme pacifiste, comme défenseur de la paix. C'est vrai qu'Hugo a été membre du Congrès de la paix, etc. à son époque, bon. Puisqu'en 1952, l'une des lignes principales des campagnes communistes, c'est on est le parti de la paix, et c'est les Américains qui sont pour la guerre. Donc Hugo est commode dans cette optique-là. Bon, donc la réception communiste de Hugo est déterminée par des causes qui ne tiennent pas seulement à la théorie marxiste. Il y a des enjeux, évidemment, dans le cas du Front populaire, de récupération de l'héritage de la gauche, d'une part, de l'héritage national, d'autre part. Pendant la Résistance, évidemment, ce sera aussi le cas. Le souvenir de Hugo contre Napoléon le Petit sera réarticulé par Aragon, etc. Donc tout ça est intéressant sur le plan de l'histoire de la réception de Hugo. Mais si on s'intéresse à ce qui est écrit d'un point de vue théorique et d'un point de vue marxiste, il y a deux lignes essentielles qui sont pas incompatibles du tout, mais qu'on peut distinguer analytiquement. Deux lignes qui vont tenter de faire appel au marxisme pour justifier la lecture communiste de Hugo. Donc Aragon d'une part, et un universitaire qui s'appelle Pierre Albouy. Tu sais bien. Albouy d'autre part. Et je suis donc la ligne d'Aragon, c'est que Hugo est certes le représentant de la bourgeoisie, mais de la bourgeoisie comme classe montante, comme classe ascendante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore épuisé son sucre progressiste au moment où Hugo écrit, et que ça a une conséquence esthétique importante, c'est que comme elle est une classe montante, elle est réaliste. Parce que c'est à elle qu'il revient de défaire l'idéologie antérieure. Donc elle est réaliste, et donc du coup Hugo est réaliste, et Hugo est en fait un ancêtre du réalisme socialiste. C'est explicite chez Aragon, qui permet à Aragon de relire Hugo dans le cadre de la nouvelle esthétique réaliste socialiste qui régit le monde littéraire communiste depuis le congrès de Kharkov en 1930. Peu importe les détails, mais en gros, comme le réalisme socialiste est un terme extrêmement souple et flexible, Aragon s'engouffre dedans. Donc, je cite Aragon dans un texte qui s'appelle Le retour à la réalité, conférence de 1935, avec qui est en effet tout réalisme, avec la classe montante, avec la classe qui fait de la réalité sa grande affaire, celle qui incarne dans la période considérée le devenir historique de l'humanité. Oui, Victor Hugo était un réaliste auteur des Misérables, etc. Bon, je passe la suite, j'ai plus de temps, mais il évoque aussi des châtiments comme exemple de poésie réaliste. Et ce faisant, alors cette idée d'une esthétique réaliste qui serait propre au marxisme, c'est
une amplification, et dans le monde stalinien, c'est une lecture, disons, infidèle, mais qui s'appuie sur des lettres tardives d'Engels. Sur des lettres d'Engels, notamment une romancière anglaise socialiste qui s'appelle Miss Harkness, dans lequel Engels laisse entendre un préjugé favorable à la littérature réaliste en tant que démystification. Bon, ça c'est bon. Et donc du coup la lecture des staliniens fait fond là-dessus. Du coup, deux intérêts à Hugo. Premièrement, l'œuvre hugolienne présente une fonction de dévoilement de la réalité. Deuxièmement, il y a une homologie structurelle entre Hugo et les écrivains communistes contemporains, qui sont tous les deux représentant la classe montante de leur époque. Et par opposition à un écrivain bourgeois contemporain comme Mauriac, qu'Aragon égratigne, qui lui est un fasciste. Puisque c'est quasiment comme ça qu'il le vit, puisque c'est vraiment la bourgeoisie décadente qui n'a plus que le fascisme pour exister, pour se sauver. C'est dans une conférence de 52 en fait qu'il parlera de Mauriac. Et en 52, dans une conférence qui s'appelle Hugo poète réaliste, Aragon va même reprendre l'idée d'Engels sur Balzac, comme quoi Hugo est progressiste malgré lui. Ça, c'est une grande idée, c'est une phrase d'Engels sur Balzac qui a été montée en épingle aussi un peu après, mais qui est intéressante en soi, qui est que Balzac, comme il est réaliste, même s'il est réactionnaire politiquement, son œuvre est progressiste parce que son œuvre dévoile et montre la réalité qui est objectivement progressiste, puisque la réalité est progressiste. Donc, Aragon va utiliser cette idée pour relire un roman de jeunesse de Hugo, qui s'appelle Luc Jargal, où Aragon montre que Hugo dénonce, en fait, même si à l'époque Hugo est royaliste, de droite, etc., il dénonce la bassesse morale des vieux féodaux, antipathiques, etc., parce qu'il est poussé d'une part par sa haute moralité personnelle et d'autre part par son réalisme instinctif à dénoncer cela. Et plus intéressant, il reprend à Engels l'idée de circonstances typiques. Ça, c'est quelque chose aussi qui est dans la lettre de Engels à Miss Harkness, où Engels fait entendre que le vrai réalisme, c'est un réalisme fondé non pas seulement sur la représentation brute de la réalité, comme Zola, comme le naturalisme, que Engels n'aime apparemment pas trop dans cette lettre, mais fondé sur la représentation de caractères typiques, c'est-à-dire de traits réalistes, mais qui sont mis en lumière, outrés éventuellement, pour exprimer les tendances qui sont sous-jacentes, les grandes tendances historiques qui sont sous-jacentes. Et là, Aragon va se livrer à un exercice de voltige sur un poème des châtiments pour montrer que Hugo est un réaliste typique, donc au sens d'Engels. Donc je vous lis le poème, parce que c'est quand même dommage de finir cet exposé sans avoir lu Hugo. Donc c'est un poème qui s'appelle Souvenir de la nuit du 4, je ne vais pas vous dire, c'est un poème long, mais Souvenir de la nuit du 4, c'est un poème des châtiments, qui donc, du coup parle du massacre par une balle perdue d'un enfant le 4 décembre 51, donc au moment du coup d'État. On se bat dans la rue, Hugo en est, et il y a un enfant qui meurt parce qu'il a pris une balle. Donc voilà le poème, et je vais après expliquer ce qu'en dit Aragon. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche, pâle, s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans le trou de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regardait déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe, Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux. La nuit était lugubre. On entendait des coups de fusil dans la rue, où l'on en tuait d'autres. « Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. » Et l'on prit un drap blanc dans l'armoire ennoyée. L'aïeul, cependant, l'approchait du foyer comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Bon, je m'arrête là, je m'arrête à un endroit stratégique parce qu'on a eu l'armoire ennoyée, et c'est là-dessus qu'Aragon va rebondir. Alors on voit assez comment de ce poème on peut faire une analyse. Hugo est réaliste, il décrit tout, etc. Et c'est vraiment ce que fait Aragon. Donc, ici, il prend le réalisme au sens le plus matériel et descriptif du terme. Et pourquoi réalité typique?
Eh bien, Aragon compare ce texte avec un texte en prose de Hugo qui raconte le même épisode, où il montre que dans le texte de Hugo, en prose, l'armoire n'est pas en noyer, c'est juste une armoire. Et la toupie n'est pas en buis, c'est juste une toupie. Et alors, Aragon dit que le trait typique, c'est justement le noyer et le buis. Alors pourquoi? Et alors là, franchement, c'est n'importe quoi, mais c'est vraiment absurde comme analyse, mais elle a le mérite d'exister, elle est intéressante comme symptôme d'un geste critique intéressant en soi quand même. C'est que le noyer, le fait qu'elle soit en noyer, c'est parce que le Second Empire, contrairement à la monarchie de Juillet, c'est le temps de la camelote, donc c'est la fin du beau travail artisanal. C'est le moment où tout fout le camp, l'artisanat fout le camp, et l'armoire est en noyer parce que Hugo sent bien que ça ne pouvait, que ça ne sera plus possible demain en fait, ça ne sera plus possible sous le Second Empire. Vous voyez? C'est parce que elle est en noyer, le fait qu'elle soit en noyer, bref, voilà. Bon, alors on ne voit pas pourquoi Hugo aurait pas pu mettre une armoire en noyer dans un poème de 1860, enfin, c'est curieux comme analyse en réalité, bon. Mais l'effort est méritoire pour s'appuyer sur Engels pour intégrer Hugo. Et puis, le dernier point sur Aragon, et puis je crois que je vais passer à Louis, j'aurai pas le temps malheureusement, mais c'est la lecture stylistique. Parce que chez Aragon, il y a une attention au style de Hugo qui est plus convaincante cette fois que chez Lafargue, où l'analyse matérialiste du style restait un petit peu en l'air, elle restait un petit peu en suspens. Chez Aragon, les innovations formelles du romantique sont rattachées du coup à la veine réaliste. Et donc sont un argument en faveur du réalisme hugolien, le réalisme étant la tendance esthétique de la classe montante. Pourquoi c'est réaliste? Parce que Hugo fait entrer dans le vers notamment le langage de tous les jours. Aragon cite le premier vers de la pièce Cromwell, demain 25 juin 1657. C'est un alexandrin qui ne ressemble à rien, c'est un alexandrin disloqué, etc. Et justement, en plus c'est le premier exemple de la pièce, donc c'est en effet une affiche. Et justement, c'est le symbole du réalisme en poésie, parce que c'est comme ça qu'on parle. Voilà. Ça c'est Aragon, et alors j'ai généralement plus le temps, mais je résume. Allez, rapidement la ligne Alboui quand même, parce qu'elle est intéressante, et en fait l'analyse c'est la plus convaincante de toutes. Alboui, donc après la guerre, en 51-52, notamment dans un article qui s'appelle Victor Hugo et la critique bourgeoise, Hugo, en fait, revient sur un problème théorique présent chez Aragon, sans citer Aragon, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire que la bourgeoisie est la classe montante en 1850 ou 1870? Si Hugo est réaliste parce qu'il est bourgeois et parce que la bourgeoisie est la classe montante, etc., en quoi est-ce que la bourgeoisie est encore une classe montante alors qu'il y a eu juin 48, alors qu'il y a eu la commune, etc., alors que le mouvement ouvrier existe? C'est paradoxal. Et c'est quelque chose sur quoi Aragon ne revient pas tellement, parce qu'il a une conception historique un peu catégorique sans doute, un peu schématique, je veux dire. Et Alboui va se servir de ce problème, de cette tension, pour avoir une conception beaucoup plus fine, en disant que oui, Hugo est bien le représentant de la bourgeoisie montante, mais de manière anachronique. Et la bourgeoisie est du coup très gênée parce qu'elle ne sait pas quoi faire de Hugo. Je cite quand même Alboui. La bourgeoisie ne peut en effet rejeter Hugo parce que Hugo c'est la bourgeoisie. Et la bourgeoisie au verbe haut. C'est un des grands ancêtres. S'il rejette Hugo, que leur restera-t-il? Que leur restera-t-il du siècle où ils eurent le pouvoir pleinement? Des poètes du désespoir, des poètes mal à l'aise, des poètes pas contents, des condamnateurs, des juges, des martyrs. Comment voulez-vous qu'elle en soit fière, la bourgeoisie, des autres grands poètes? Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont. Mais quoi? La bourgeoisie au pouvoir n'aurait donc engendré des poètes que contre elle. C'est une jolie paragraphe de Pierre Alboui. Et ce qui dit, c'est que du coup, le prolétariat, en revanche, Hugo ne le gêne pas. Parce que certes, il y a des déclarations réactionnaires de Hugo, y compris vieil Hugo, mais de quoi Hugo est-il le nom? Hugo, en fait, est le nom de la bourgeoisie en tant qu'elle porte des valeurs progressistes. Et si la bourgeoisie ne sait pas quoi faire de Hugo, c'est parce qu'elle est gênée par ce Hugo qui est sa mauvaise conscience permanente et qui lui rappelle à ses devoirs d'être démocrate, progressiste, d'apporter l'éducation, etc., quand elle n'en a plus envie. Et c'est pour ça que, dit Alboui, c'est assez convaincant, je trouve, que Hugo continuera toute sa vie, jusqu'à la fin, à ne pas comprendre le mouvement ouvrier et à rester persuadé que la solution va venir de l'instruction publique obligatoire et point. C'est la résolution du problème social, c'est l'école. Hein, et la fin de la peine de mort. Et
Hugo, son mérite et son tort à la fois, c'est d'avoir pris au sérieux les valeurs bourgeoises. D'accord? C'est ça la ligne d'Albouy, et là-dessus, Albuy élabore des réflexions stylistiques, qui sont très intéressantes aussi. Parce que du coup, Hugo pressent la contradiction intime, et du coup essaie de la résoudre en s'échappant par le mythe, par des réflexions d'ordre mythique, et le mythe c'est Hugo, et ça c'est Albuy reprend des trucs de Renouvier aussi. Le mythe naît par l'autonomisation des métaphores, etc. Et là il y a des réflexions très intéressantes d'Albuy sur le rôle des poèmes métaphysico-épiques de Hugo qui mettent en jeu des abstractions, plus ou moins divinisées parfois, etc., comme échappatoire à des difficultés objectives à penser son temps dans les coordonnées qui sont aussi. Voilà, bon, je m'arrête là sur Albuy, et du coup, pour conclure, dans les quelques minutes qui vont permettre de dépasser, donc, d'abord, premier point, j'ai parlé de réception marxiste de Hugo plutôt que de critique littéraire. Parce que toute sa réception est marquée par une ambivalence entre l'homme public et l'écrivain. Il y a les deux. Certains écrivains, comme Lafargue, certains auteurs comme Lafargue, sont assez peu attentifs au texte. Ou alors ils n'en parlent que pour faire une critique de contenu. Et alors, les critiques stylistiques, elles existent. Il y en a chez Rimbaud, il y en a chez Albuy, il y en a un tout petit peu chez Lafargue aussi. Mais elles arrivent plutôt dans un second temps et de la part de gens qui sont eux-mêmes soit des écrivains, soit des universitaires, plus que des militants socialistes comme Lafargue ou Génès. En général, deuxième point, la question qu'on pose, c'est beaucoup plus de quoi Hugo est-il le nom que dit Hugo. Alors, Marx se sert de Hugo comme repoussoir, comme contre-modèle historiographique, et Carius aussi, en faisant un usage très instrumental en fait de Hugo. Mais dans la suite, la critique essentielle, ça va être quelle est la position de classe de Hugo. Et tous les auteurs ont postulé, je l'ai dit plusieurs fois, sa représentativité. Soit sa représentativité de bourgeois, donc de la bourgeoisie, comme chez Lafargue, soit, de manière plus fine, sa représentativité de la bourgeoisie ascendante, comme chez Aragon ou Albuy. Donc la conclusion générale, c'est il est bourgeois, mais de la bourgeoisie ascendante, mais de la bourgeoisie progressive, etc. Et donc ce sont les contradictions internes à la bourgeoisie qui vont expliquer pourquoi Hugo est utile et intéressant. Cependant, troisième point, Hugo n'est pas au fondement, en général, ça le dit en introduction, d'une esthétique marxiste. Moins que Balzac, par exemple, que les marxistes vont utiliser, travailler, etc., y compris, comme chez Lukács, pour créer, pour inventer une esthétique marxiste. Et les marxistes parlent surtout de Hugo quand il meurt, ou quand on le fête. Et en 1935 et 50, nous avons des commémorations officielles, donc à des moments où il intervient comme lieu de mémoire. Et je pense que ce problème avancé Hugo comme fondement d'une théorie marxiste a au moins deux origines. Le problème, c'est l'anachronisme de Hugo. Hugo romantique, évidemment, Hugo est le principal, le plus célèbre représentant du romantisme français, mais il est un romantique déphasé, je ne suis pas le premier à le dire, c'est un problème qui se pose à tous les manuels scolaires, qui ne savent pas dans quel chapitre le mettre. Ses principales œuvres sont écrites après 52, après 48, enfin, dans la seconde moitié du siècle, donc à une époque où on a des Flaubert, des Baudelaire, etc., et où le mouvement de l'histoire littéraire semble se déporter du romantisme vers autre chose. Donc, premier problème de chronologie. Si Hugo est le nom de quelque chose, de quoi est-il le nom? Sartre aura le même problème, et c'est pour ça que Sartre ne parle pas de Hugo. Dans Qu'est-ce que la littérature, il ne dit pas où mettre Hugo, parce que ça l'encombre. Deuxième problème, Hugo poète. Aragon ou Albuy défendent, Aragon ou Albuy défendent Hugo comme poète. Mais l'esthétique marxiste, comme elle est depuis Engels et surtout depuis les années 30, fondée sur une analyse, fondée sur l'idée de réalisme, on comprend que le roman soit le genre privilégié sur lequel il va s'exercer. Et Lukács écrit des textes théoriques sur le roman, par exemple. Bon. Et le problème, c'est que là encore, Hugo romancier est difficile à situer parce qu'il n'est pas. C'est pas le représentant typique du roman du XIXe siècle, moins qu'un Balzac, qu'un Zola, qu'un Stendhal, qu'un Flaubert, etc. On ne sait pas quoi faire des Misérables, etc. Donc il y a des problèmes qui tiennent à la position historique et générique de Hugo qui expliquent le malaise à en donner à en faire le fondement d'une théorie esthétique marxiste, mais à la limite pas que marxiste. Bon, et voilà, le reste c'est anecdotique, je voulais aussi quand même
Aragon et Albuy ont durablement permis d'établir la légitimité de l'étude marxiste de Hugo. Alors, je ne suis pas revenu tout dans cet exposé, je l'avais dit dans ma présentation, mais on a ensuite une génération de critiques marxistes hugoniens, d'universitaires, comme Jacques Sébacher, Annie Bursfeld, Guy Rosa et d'autres, qui vont utiliser, qui vont être des marxistes travaillant sur Hugo. C'est Albuy, Aragon et ensuite Albuy qui lancent le mouvement, et ces auteurs-là vont avoir des analyses moins englobantes qu'Albuy ou Aragon, qui vont vraiment s'attaquer à tout Hugo, qui vont parler de tout Hugo, qui vont essayer de rendre compte de sa position, de ce qu'il représente, etc. Après, on va avoir des critiques intéressantes, mais plus localisées sur tel texte, tel aspect, etc. Voilà, je m'arrête là. Presque de rien. Je suis très vite maintenant. Du coup, je vais prendre un tour de parole si vous avez des questions, des remarques. Merci Jordi. Moi j'ai juste deux petites questions. D'abord, est-ce que Hugo s'est prononcé sur Marx ou le marxisme à un moment? Et puis, sur quel point Hugo avait des réticences vis-à-vis de la commune? Qu'est-ce qu'il critiquait dans la commune? Oui. Alors, Hugo sur Marx, non, il n'y a rien. Et c'est presque intriguant en soi, en fait. C'est vrai, enfin, intriguant. Il aurait pu. Il connaissait la commune, il connaissait les socialistes, il a été un moment ami avec Pierre Leroux, etc. Il avait entendu parler d'international. Je crois qu'il y a le mot Marx n'apparaît pas chez Hugo. Et je pense que ça tient. Alors que c'est pas si évident que ça intuitivement. Je pense que ça tient vraiment au fait que Hugo ne voit pas du tout l'intérêt de Marx, qu'il ne comprend pas, ça n'intéresse pas. C'est tellement un milieu de ce qu'il fait lui et de son propre logiciel, comme on dit, qu'il n'en fait rien. Même pour le critiquer, etc. Il n'en fait rien. Quant à la commune, alors, a priori, Hugo est plutôt favorable à l'idée de la commune parce qu'il est pour la démocratie communale, etc., la démocratie locale, le suffrage universel, ça il est plutôt pour. Et au moment de la commune, dans ses brouillons, publiés plus tard, mais on a des programmes politiques pour la commune, qui sont essentiellement des trucs démocratiques en fait, élection des juges, des choses comme ça. Et ce qui lui passe, c'est la violence. C'est la violence, et y compris des violences qui nous paraissent, donc l'exécution des otages, par exemple, mais y compris des choses qui nous paraissent tout à fait accessoires, enfin qui nous paraissent. Enfin, Hugo s'emporte et écrit des poèmes contre, par exemple, l'incendie de la Bibliothèque nationale, qui est un crime. On détruit le savoir, etc. Alors c'est un peu plus. Il y a des textes, il y a des poèmes de Hugo où il a l'air d'avoir une sorte de recul autocritique sur la question, mais quand même, la destruction de la colonne Vendôme aussi, c'est quelque chose qui me paraît abominable. Donc ça, en fait, dans son recueil, c'est l'année terrible qu'il écrit en 70-71, donc pendant la guerre franco-prussienne et pendant la Commune. Les reproches qu'il fait aux communards, c'est sur la violence essentiellement. Si j'ai bien compris, tu dis que Victor Hugo ne soutenait pas en 1948 le premier mouvement. Et moi, je pensais qu'au contraire, il soutenait Lamartine, qu'il avait même rencontré, et qui s'était insurgé contre la fermeture des ateliers nationaux, tout ça, qui ont créé après la révolte. Je crois qu'il vote, il faudra que je vérifie, mais je crois bien qu'il vote pour la fermeture des ateliers nationaux. Ah bon? Je crois. Parce que je pensais que justement au contraire, où il soutenait Lamartine. Enfin bon, voilà. Et alors, j'ai peut-être une deuxième question, mais là, c'est un manque de culture générale. La métempsychose, ça fait partie du panthéisme? Ah oui, non, je vais aller vite là-dessus. Parce que je vois Victor Hugo panthéiste, oui. mais je ne le vois pas faire de la. Enfin, dans ses poèmes, ça, j'ai jamais vu ça. La métempsychose? Ouais. Non, alors si. Alors, je ne sais pas s'il y a la question du lien logique entre métempsychose et panthéisme peut se poser, et Hugo le fait, visiblement. Mais sur la métempsychose, alors le poème principal, c'est Ce que dit la bouche d'ombre dans les contemplations, qui n'est pas placé dans les bouches de Hugo par ailleurs, c'est un poème sans problème. Et aussi dans les comptes rendus des séances de table tournantes. Mais si, là, il est très explicite et très clair.
On s'est incarné dans une pierre. Oui, on s'est incarné, il n'y a pas de problème. On s'est dans une pierre, dans un singe. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup les animaux. Parce que c'est pour ça qu'il y a des textes très amusants. Des textes où il explique qu'aujourd'hui il a fait une bonne action parce qu'il a sauvé un crabe et il l'a remis dans l'eau. Parce qu'en fait il y a une âme dans le crabe. C'est peut-être que le crabe c'est Néron réincarné en fait. Mais tu penses que c'est des coups de déprime ou... Non mais franchement, parce que c'est possible comme ça, il est haut, il va, et on sait jamais trop ce qu'il... C'est possible que ce soit un contre-coup d'exil. Oui, ça n'en fait rien, oui, pourquoi pas. Ça c'est pas... Il y a un Oui. Oui. Oui, il y a une réaction antipositive. Oui. C'est vrai que c'est pas le moment où Hugo est le plus scientiste. C'est pas le moment où Hugo est le plus rationaliste, etc. Il y a des moments où il l'est plus. Et c'est vrai que là. Oui, enfin, c'est quand même le moment où il fait tourner les tables. Hein. Il prend aux esprits, etc. Aussi parce qu'il a envie de parler à sa fille morte. Puis il y a des services psychologiques qui jouent. Oui. Moi j'avais une question. Alors j'ai une petite question. C'est, je me demandais si le thème Ben Mystère existait et si l'époque. Oui. Oui, et il est négatif. C'est un texte d'époque négatif qui permet de stigmatiser par exemple Ben Mystère. D'accord. Et l'autre c'est sur le texte de Staline. Oui. Est-ce que. Enfin, c'est quoi les raisons que Staline. Est-ce qu'il y a Staline donne une raison plus précise de ça? Notamment, Staline était un grand fan de poésie épique, et pas juste de romans. Alors je me demandais si c'est un auteur de légendes du siècle. Alors c'est un auteur de 93. Ça on le sait. Il y a une anecdote comme quoi il a été puni par les. Quand il était au séminaire, il a été puni par les séminaristes parce qu'il disait en cachette 93 de Victor Hugo. Oui. Dans la dernière pour les gens du siècle. Et les romans de Victor Hugo, c'était très vendu en URSS, même à l'époque. Mais non, c'est un texte très court, ça doit communiquer de presse, paru dans la Pravda, où il dit juste que Hugo est en fait, voilà, c'est la ligne de Bertrand de Fréville, c'est Hugo est progressiste, et il est limité par sa vision bourgeoise, mais dans ce cadre-là, il est progressiste, et en fait, c'est à nous qu'il appartient. C'est au communisme qu'il appartient. Du coup, c'est toute la ligne qui vient après, c'est normal. Oui. Bah oui, alors ça apparemment était bien content, hein, parce que lui-même il était plutôt hugolien. Mais oui, ça vient de là. Après, bon. C'est plus fin que ça, quand même, Alboui. C'est plus précis, surtout. Parce que le texte de Staline n'est pas faux en soi. Mais... moi j'avais une question, j'avais l'impression que l'argument de Ecarius sur on ne voit pas pourquoi Napoléon serait petit, si c'est lui qui a tout fait, c'est un peu une stratégie pour essayer de disqualifier l'argument moral dans le socialisme, et c'est un enjeu assez important dans ces années 1860-1870 que les marxistes se distinguent des autres socialistes en n'étant pas moraux, mais très matérialistes au sens le plus rationnel, dépassionné, démoralisé, alors que, enfin, non moralisant, alors que Lafargue, lui, j'ai l'impression que tu disais qu'il utilise des arguments moraux contre Hugo, à savoir c'est de l'hypocrisie, c'est de la manipulation, comme si un peu, enfin, il me semble que c'est aussi le cas dans le mouvement marxiste de ces années un peu après Marx, de revenir à l'utilisation de cet argument moral comme s'il était établi que les marxistes sont matérialistes en quelque sorte. Et de la même manière, c'est pas très étonnant que Staline défende Hugo, parce que c'est aussi l'ère stalinienne un moment où on a beaucoup recours à cet argument moral de l'homme communiste est plus moral que les autres. Et alors je me demandais, est-ce que ça suit vraiment systématiquement, est-ce que l'histoire du rapport des marxistes à Hugo suit l'histoire des marxistes, enfin du rapport des marxistes à l'argument moral? Ah bah écoute, j'en sais rien, c'est une piste très intéressante, je te remercie. Alors, la seule précision que je fais, c'est que les Ecarius c'est qu'ils sont nés en 52, hein. Pas dans les années 60. Mais bon, c'est surtout déterminé par le... je veux dire, Marx est en train d'élaborer, enfin de continuer à élaborer, avec le dégât en France plus de Brumaire, une histoire matérialiste appliquée au temps présent et sur un cas particulier. C'est ça l'enjeu réel du moment.
Après, oui, la question du rapport entre matérialiste et moral est très intéressante. Et je suis convaincu par la Il vérité. faudrait regarder d'autres étapes pour voir si ça suit. Non, merci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui si tu as des sources là-dessus ou s'il y a des gens qui c'est-à-dire le rapport entre la réalité et l'oral, entre le marxiste et la morale. Justement, comment c'est la belle Roberto, elle a fait quelque chose sur ça. Parce que c'est celle qui a travaillé beaucoup sur l'église communiste, en fait. Donc, plus les pratiques à la base. Mais c'est vrai que dans les textes, ça apparaît. Aragon, dans 132, l'un des arguments qu'il a pour réhabiliter Hugo, qui est pas seulement contradictoire avec l'analyse de classe, c'est Hugo avait une haute moralité et c'est pour ça qu'il est réaliste. C'est pour ça qu'il est réaliste dans le jargon. Il pourrait ne pas l'être, mais il l'est parce que alors qu'il a des valeurs aristocratiques, etc. Enfin, bon. Oui, en fait, tu as insisté sur le fait que pour Icarius, Napoléon Bonaparte ne peut pas être un grand homme puisqu'il n'est qu'un outil d'histoire. Oui. Mais en fait, est-ce que tu peux préciser si il développe un peu cet argument? Parce que le fait que les grands hommes soient des outils d'histoire, c'est pas contradictoire avec le fait que ce soit des grands hommes. Enfin, c'est-à-dire que par définition, chez Hegel et chez Marx, les grands hommes sont des outils d'histoire, et donc le fait qu'ils soient un outil d'histoire ne signifie pas en soi que ce n'est pas un grand homme. Donc du coup, est-ce que l'argument, c'est pas plutôt que précisément la bourgeoisie sous la Révolution française et sous Napoléon, elle est progressiste, alors qu'à partir de 1948, elle est réactionnaire? Et du coup, ça rejoint la dernière question que tu as soulevée sur la façon dont Aragon et compagnie pensent, disons, la chronologie du caractère progressiste de la bourgeoisie. À mon avis, pour Marx, la bourgeoisie elle cesse d'être progressiste à partir de 1848, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, à cause de l'arrivée du prolétariat sur la scène de l'histoire, alors que pour les staliniens, la bourgeoisie reste progressiste jusqu'à une période bien plus étendue, peut-être plus flasque aussi, parce qu'elle fonde la République, parce qu'elle réalise l'unité nationale en Allemagne, l'unité nationale en Italie, etc. etc. Et du coup, c'est pas le même argument sur la critique qu'on peut faire à l'égard de... Alors dans ce cas-là, c'est intéressant. Dans ce cas-là, ce serait Aragon qui est stalinien et Alboui qui est marxiste. Hein. Parce qu'Alboui dit clairement que... Oui, tout à fait, oui. Donc je ne savais pas qu'il y avait cette... c'est assez logique en fait, mais je ne savais pas qu'il y avait cette distinction, et effectivement, donc, du coup, Alboui va peut-être plutôt contre alors la doxa stalinienne, donc effectivement ça. Mais c'est très clair chez lui que il se passe quelque chose en 1948 et que c'est à ce moment-là que... C'est à partir des massacres de juin, en fait, le symbole, que la bourgeoisie n'a plus rien à donner. Du coup, Napoléon III, il est petit parce qu'il est représentant d'une classe réactionnaire. Alors que Napoléon Ier, il est grand parce qu'il est représentant d'une classe ascendante, mais les deux sont des outils d'histoire, par ailleurs. Oui, alors c'est vrai, j'avais peut-être besoin de formuler ça en termes d'outils d'histoire, mais chez Icarius, il n'y a pas ce que tu dis, hein. Il n'y a pas l'idée, il n'y a pas cette idée. Non, l'argument d'Icarius pour dire que Napoléon est petit, c'est qu'en fait, il n'a fait que réaliser des tendances qui étaient déjà très avancées et que sa personne n'est d'aucune importance. C'est que ça, il le dit évidemment, c'est un Napoléon petit, c'est un nom, c'est pas un homme. Il était utile pour la bourgeoisie d'avoir un Napoléon à la tête de l'État, mais ses qualités individuelles importent peu. C'est ça l'axe de la critique d'Icarius, qui n'est peut-être pas du coup tout à fait congruente effectivement avec ce que tu dis. Pas d'autres interventions. Merci Jean-Pierre. Oui, je vous invite à nous rejoindre au bar du coin, donc Top qui est prêt, pour avoir un verre, pour cette discussion. Thank you.